Le plus dur, c'est d'être dans la rue. Un mineur non accompagné, c'est quelqu'un qui vit dans un pays où il n'a pas de famille. On t'explique l'histoire du bateau, on traverse la Méditerranée. Ils sont ici pour survivre, donc ils sont à la rue. Ils déchantent un petit peu. Déjà, c'est inhumain qu'ils survivent à la rue. C'est pas un mineur non accompagné, c'est un mineur isolé. J'accueille toujours l'un d'eux, une semaine sur 2. Où est-ce qu'aujourd'hui, on trouve des gens qui prennent des gens qu'ils ne connaissent pas chez eux? Ces gens-là ils ne nous ont pas vus seulement comme des noirs, ils nous ont vus comme des êtres humains. Alors ils s'accrochent à leurs rêves, je pense que c'est comme ça qu'ils tiennent, c'est vraiment en s'accrochant à leurs rêves. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir avoir une vie tranquille, pouvoir être pris en charge, pouvoir aller à l'école, pouvoir exercer leurs droits. Que tu sois mineur ou pas, que tu sois majeur ou pas, le problème c'est le système. Et ils sont coincés dans un flou juridique où en fait vraiment c'est la compétence de personne de les aider. Les habitants ont pallié à ce qu'aurait dû faire la préfecture, l'État, la communauté de communes, les communes, etc. C'est pas la fin. C'est le début d'un commencement. Entre janvier et février 2024, 70 mineurs non accompagnés, venus pour la majorité d'Afrique de l'Ouest, s'installent avec l'aide d'Utopia 56 dans le parc public du quartier des Bois Blancs à Lille. Âgés de 14 à 17 ans, ils vivent dans des tentes de fortune au milieu des rats. Moi, j'habite donc en face du terrain des Vachers, donc en fait, grande vue sur le panoramique du parc. Et donc, je me suis rendu compte que mois de février dernier, en 2024, février 2024, j'ai vu des tentes apparaître et le camp grossir tranquillement au fur et à mesure du printemps arrivant. Et donc, forcément, très vite, les langues se délient puisqu'on va au parc avec nos enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et on apprend qu'on a des mineurs migrants. Donc des jeunes non accompagnés dans ce parc qui résident dans des tentes, donc qui sont à la rue et un peu livrés à eux-mêmes, pas vraiment sous le couvert d'Utopia bien sûr, mais qui quand même sont dans une situation très délicate du fait en plus de leur jeune âge. Utopia 56, c'est une association de mobilisation engagée auprès des personnes exilées partout en France. Sur l'île, l'antenne est particulièrement engagée auprès des mineurs exilés qui n'ont pas été reconnus mineurs par le département du Nord et qui ont été remis à la rue. Alors un MNA pour mineurs non accompagnés, c'est un mineur étranger qui arrive sur le territoire français sans représentant légal. À son arrivée, il doit se présenter au service du département dans lequel il arrive pour passer une évaluation auprès des services du département qui vont ensuite statuer sur sa minorité. Je m'appelle Khalil, je suis guinéen. Des Guinées, après l'Algérie, Tunisie, Italie, France, aujourd'hui on s'y retrouve à Bois Blanc. Je suis en France pour avoir une meilleure vie. Le plus dur, c'est d'être dans la rue. C'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est faire l'évaluation devant des gens qui te posent des questions, tu essaies de les expliquer ton parcours, ton passé, et ils ne te croient pas. C'est ça le plus difficile. Ils ne m'écoutent pas, ils ne veulent pas de moi. Après avoir risqué leur vie en traversant la Méditerranée, le premier espoir des mineurs non accompagnés qui arrivent en France est de pouvoir trouver un refuge. Mais avant cela, ils vont devoir affronter d'autres difficultés comme l'évaluation de statut de minorité par les services du département. Cette évaluation, c'est plusieurs heures de questions sur sa vie au pays, sa famille, sa scolarité, les raisons de son départ et tout le parcours migratoire. Par quel pays il est passé, il ou elle d'ailleurs, comment il a voyagé, est-ce qu'il a travaillé sur le chemin, etc. Votre date de naissance? 22 août 2004, j'ai 17 ans. J'ai toujours fait plus âgé. Vous savez, les peines marquent le corps. De qui est composée votre famille? Ma mère, Aïssata Traoré. Mon petit frère, Ama. De ma petite sœur, Aïssata. Et de mon oncle, Ali. On continue. En fonction des réponses du jeune, vont donner un avis sur la minorité et vont statuer si le jeune est reconnu mineur ou non. S'il est reconnu mineur, il sera placé au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. S'il n'est pas reconnu mineur, il sera remis à la rue
par le département. Franchement, c'est une honte. Comment tu peux mettre un enfant dans la rue et or que tu as des enfants, ils partent à l'école. Et toi, tu mets des enfants dans la rue, ils partent pas à l'école, ils mangent pas bien, ils font rien du bien. Et c'est un problème pour tout le monde. Pour les chiffres du Nord de l'année dernière et celle d'avant, c'était en moyenne 30% qui sont reconnus mineurs et placés à l'aide sociale à l'enfance et 70% qui sont remis à la rue. Ce qui se passe dans l'évaluation, c'est tellement horrible que tu n'arrives plus à te reconnaître après qui tu es. Tellement ils vont te marginaliser, ils vont franchement te mettre des pressions. Après l'évaluation, tu n'arrives plus même à te reconnaître qui tu es. Tu es complètement perdu dans la tête. Après avoir fait l'évaluation de minorité, l'évaluation verbale de minorité, c'est là, après, on te donne le résultat. Comme quand tu n'as pas été reconnu comme mineur, du coup, on te donne une fiche de recours. Le problème, c'est que le recours, c'est ce qu'on appelle un recours juridique, ce recours, il dure en moyenne 6 mois et c'est souvent plus. En ce moment, c'est en moyenne 8 mois. Et pendant toute cette période de recours, il n'y a aucune institution qui les aide et qui les prend en charge, aucune. Et ils sont coincés dans un flou juridique où, en fait, vraiment, c'est la compétence de personne de les aider. La préfecture, dont c'est la compétence l'hébergement d'urgence, dit non, ils sont mineurs, c'est le département. Le département dit non, ils ne sont pas mineurs, c'est la préfecture. En fait, ils te renvoient la balle. La mairie, c'est pas une compétence l'hébergement. Il n'y a non plus aucun accompagnement social. Ils ne sont pas scolarisés par le public. Et en fait, vraiment, ils sont complètement en errance pendant plusieurs mois. Et donc, déjà, c'est inhumain qu'ils survivent à la rue. C'est pas un mineur non accompagné, c'est un mineur isolé. Mais ils ne veulent pas entendre ce nom. Donc, ils préfèrent dire mineur non accompagné. Tu es là, tu n'es pas scolarisé, tu ne te laves pas bien, tu fais 2 à 3 kilomètres pour aller prendre ta douche. Tu fais la queue d'une centaine de personnes pour prendre le dîner. C'est horrible, quoi. C'est tous les mots que tu rencontres ici dans le camp. Les bénévoles ont fait un super travail de sensibilisation dans le quartier. On a expliqué qui sont ces jeunes. Et ça a hyper bien pris. En discutant avec eux petit à petit, alors déjà on essaye de comprendre leur parcours. Donc au départ ils sont très méfiants parce qu'ils ont peur des questions qu'on leur pose, qu'ils ne comprennent pas trop pourquoi on pose des questions, pourquoi ils sont toujours dans leur idée de nous on est là pour avoir nos papiers, pour être reconnus mineurs et pourquoi ils posent ces questions et donc il faut les mettre en confiance. Ça c'était très important au départ. Et petit à petit les langues se délient, donc on leur demande par exemple comment vous êtes arrivés ici, donc on t'explique l'histoire du bateau, on traverse la Méditerranée. Pour certains, moi j'ai des jeunes qui m'ont raconté qu'il y a eu bagarre dans un bateau et avec très surchargé et que ça commençait à vraiment couler et qu'il fallait jeter des gens par-dessus bord. Vraiment. Et ce garçon me raconte en pleurant à chaudes larmes, traumatisé par la scène, parce qu'il s'est vu mourir, il s'est dit j'ai tout fait, je me suis allongé sur le bateau et j'ai eu la chance, on ne m'a pas jeté. Mais j'ai vu des gens balancés de l'autre côté du bateau avec leurs idées de sauvetage, certes, mais comment ils s'en sont sortis, j'en sais rien. Voilà, donc des choses comme ça, des gens qui ont perdu des frères, des sœurs, voire un jeune qui m'a raconté qu'il a perdu sa maman dans ce voyage. Donc assez traumatisant quand même, tout ça. Et petit à petit, ils sont ici pour survivre. Donc ils sont à la rue. Ils déchantent un petit peu. Ils se disent, ils pensaient qu'ils allaient passer le plus dur. Finalement, ils se rendent compte que c'est pas fini, en fait. Les difficultés sont encore là et qu'il va falloir les surmonter. Et comment ? Leïla et ses voisins vont alors unir leurs forces et leurs moyens pour former un élan de générosité et de solidarité autour de Khalil et des autres mineurs présents sur le camp. Jusqu'à maintenant, c'est Ethiopia 56 et les habitants de Babla qui nous apportent tout ce dont on a besoin. Il y a un collectif qui s'est créé par des habitants, donc avec un groupe WhatsApp au départ. Et très vite, j'étais embarquée dans le projet parce que en fait, j'ai trouvé que c'était hyper important d'apporter sa pierre à l'édifice, de me dire que ça pourrait être tes enfants, ses enfants. J'ai tout de suite adhéré à la démarche. Donc on est parti à la rencontre de ces jeunes, ils sont de plus en plus venus nous voir, ils viennent vers nos enfants, c'est très spontané. Et on a essayé de répondre à leurs besoins.
parce que il manquait cruellement de choses. Hein. Ils avaient des besoins de se vêtir, des besoins pour se nourrir, des besoins fondamentaux dont on a tous besoin en fait en tant qu'être humain. Et c'est à partir de là que petit à petit, moi j'ai rencontré quelques jeunes, j'ai commencé à faire un peu ma part. Au départ, je faisais des lessives j'allais sur le camp chercher des lessives des jeunes, les laver, sécher le linge, puis je leur apportais. Donc ça permet de rencontrer quelques jeunes comme ça. Au départ, on était une trentaine et très très vite, le groupe a gonflé très vite. Donc là, on est 150 habitants dans le quartier à participer à ce projet, à essayer d'aider ces jeunes et sur divers pendants. Hein. Et puis d'autres sont juste là pour les soutenir psychologiquement, aller leur parler, leur dire un petit bonjour. Voilà, c'est tout bête. Hein, il fait froid, vous voulez un petit café, voilà, quelque chose pour se réchauffer. Voilà, la chaleur humaine en fait, tout simplement. Moi, j'ai fait ce qui était à ma mesure en fait, donc d'abord des lessives, puis d'aller servir du café, du chocolat chaud au TOC ici, un petit peu de soutien scolaire, mais pas longtemps, et puis voilà, et ouvrir les portes de ma maison. En fait, pendant le mois de juin, je passais de plus en plus de temps auprès de certains jeunes ou sur le camp. Et que je commençais à me dire qu'il fallait que je prépare mes vacances. J'ai pris conscience que j'allais être absente de chez moi pendant plusieurs semaines, quasiment 2 mois. Et je n'imaginais pas laisser cette maison vide. Alors des personnes m'ont dit que je pourrais louer facilement ma maison parce qu'il y avait les JO à ce moment-là à Lille. Et moi, ça me semblait impensable que cette maison ne serve pas à accueillir des jeunes. Mais j'ai hésité longtemps à le faire parce que je pensais que c'était pas possible finalement juste d'ouvrir ses portes et de ne pas être là pour eux. Et finalement, avec l'accompagnement d'Utopia 56, qui a fait cette proposition d'accompagner les familles à prêter leur logement, je me suis lancée. Et sans hésitation, à vrai dire, notamment parce que je connaissais deux des jeunes qui allaient pouvoir passer l'été chez moi et que j'étais en pleine confiance avec eux. Et ça a été le début d'un très bel été de rencontres et d'échanges. De là, voilà. Super. Je me sens content. Et merci à vous tous. Et c'est la joie aujourd'hui, c'est la fête. Il y en a déjà qui sont reconnus, il y en a d'autres qui vont l'être. Qui vont l'être très bientôt. Aujourd'hui encore, donc du coup, mois de décembre, j'accueille toujours l'un d'eux, 1 semaine sur 2, quand mes filles ne sont pas là. Du coup, c'est l'une d'elles qui prête sa chambre. Ça aussi, ça a été quelque chose d'important. Ça veut dire que j'ai dû faire ça avec mes filles qui ont elles aussi, finalement, non seulement accepté, mais fait le choix avec moi d'ouvrir leurs portes, d'ouvrir leur chambre, de prêter leur espace à des jeunes garçons, adolescents. Pour elles, c'est quand même un petit peu particulier. Comme elles m'ont vu faire en mai-juin, et puis surtout, elles les ont rencontrés. Elles ont déjà commencé à créer des liens. Ça leur a semblé aussi évident de pouvoir prêter leur chambre. Faute de trouver une solution plus stable et pérenne pour Khalil, qui était chez moi cet été, avec une voisine, on a décidé de l'accueillir 1 semaine sur 2 en attendant de trouver une solution plus stable. Donc là, on est toujours en train de chercher un hébergeur ou une hébergeuse qui pourra l'héberger idéalement à Bois-Blanc, tellement il s'est attaché au quartier, pour lui permettre de vivre le temps de son recours sans avoir à changer de maison, même si évidemment qu'ils s'adaptent, tous les jeunes s'adaptent aux solutions d'hébergement qu'on leur propose, mais je rêve moi aussi qu'ils puissent avoir sa chambre où ils puissent poser ses affaires et se poser tout simplement. Ces gens-là, ils ne nous ont pas vus seulement comme des Noirs. Ils nous ont vus comme des êtres humains. Mais c'est pas parce qu'il est noir qu'on doit le juger. C'est pas parce qu'il est noir qu'on doit lui voir comme autre personne. C'est pas parce qu'il est noir, parce qu'il est blanc ou parce qu'il est arabe qu'on doit lui voir autrement. Ils nous ont vus comme des êtres humains comme eux. Ils nous ont accueillis dans leur famille, ils ont eu confiance en nous. Ils ont vu le résultat parce qu'on est des êtres humains comme eux. S'il n'y avait pas eu ça, mais je pense qu'il y a des gens qui auraient continué à laisser passer sans fortement les regarder. C'est-à-dire qu'en fait, là, on se rend compte quand même que on vient de divers bords. Hein. Je veux dire, chacun a des métiers différents, des personnalités différentes. Je pense qu'on ne se serait pas forcément mélangé dans un autre cadre. Et là, en fait, on se retrouve, on discute, puis on se rend compte qu'on a un point commun. Là, clairement, hein, c'est l'humanité. Là, il y a Chirabia. Et Chirabia, c'est un lieu juste qui fait tellement du bien au cœur.
En plus des associations et des habitants, certains commerçants ont aussi aidé ces jeunes, notamment Rabia, celle qui est à la tête de l'épicerie solidaire du quartier. Moi, j'ai rien fait. C'est eux. Vous étiez là-bas jusqu'à minuit, sous la pluie. C'est eux qui se sont battus. Pendant près d'1 an, elle a ouvert les portes de sa cuisine pour partager ses recettes avec Khalil et les autres mineurs. Il y a eu du couscous, il y a eu du riz, il y a eu de hachis parmentier, il y a eu... On essayait de leur faire découvrir des nouveaux trucs parce qu'ils avaient du mal à goûter, par exemple, les betteraves, plein de trucs. Quoi. Ouais, ça, c'était bien. Pour Rabia, préparer à manger tous les jours pour 70 mineurs à la rue, rien de plus normal. Dans leur malheur, dans leur grand malheur, c'était un bonheur de se retrouver. Ils étaient bien encadrés, bien entourés, ils avaient à manger, laver, écouter les habitants. Où est-ce qu'aujourd'hui, on trouve des gens, ils sont très très rares, hein, vraiment une petite minorité, qui prennent des gens qu'ils ne connaissent pas chez eux. C'est très rare. C'est très très rare. Voilà quoi. Non, franchement, les habitants du Bois-Blanc, si je pouvais les mettre toutes de ma tête, je les mettrais. Rien qu'à en parler, je vais commencer à chialer. C'est une telle émotion, je vous dis franchement, mille merci. Non, franchement, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Les gens sont avec beaucoup de courage. Ils ont encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de choses à traverser. Ouais. Pour l'instant, ils sont à l'abri pour l'hiver. Ouais, beaucoup de courage. Beaucoup de courage, énormément de courage. Selon les habitants des Bois Blancs, l'aide qu'ils fournissent aux mineurs non accompagnés ne peut pallier indéfiniment à l'absence des pouvoirs publics. L'abandon de l'État face à la situation de ces jeunes va se traduire par un interminable jeu de la patate chaude entre les différentes institutions. Alors avec Utopia 56, ça fait des années qu'on mène un travail de plaidoyer pour les jeunes en recours. Notre revendication principale, c'est le respect de la présomption de minorité. En fait, il faut savoir que la France a signé la Convention internationale des droits des enfants qui stipule qu'il faut respecter que la France doit respecter la présomption de minorité pour les jeunes en recours. C'est-à-dire que les jeunes doivent être hébergés et pris en charge, accompagnés, jusqu'à la fin de leur recours, c'est-à-dire jusqu'à l'audience devant le juge des enfants, ce qui n'est pas le cas. La France a été rappelée à l'ordre plusieurs fois, et pourtant il y a des campements de MNA en recours qui existent depuis des années, dont à Lille, mais pas que. Très souvent, les départements aussi se défaussent ou peuvent dire on n'a pas les moyens, mais je pense qu'il y a aussi... de l'idéologie parce qu'ils les voient plus comme des étrangers que comme des enfants. Pays des droits de l'homme, mais comme on aime bien le dire, c'est pays où a été écrite la Déclaration des droits de l'homme, ce qui est une chose différente. Donc voilà, il y a une évidence et je pourrais dire que les habitants ont pallié à ce qu'aurait dû faire la préfecture, l'État, la communauté de communes, les communes, etc. Ils n'arrivent même pas à nous mettre dans des écoles. Hein. Ils font tout, mais les écoles publiques ne veulent pas de nous. Le code de l'éducation, il indique bien qu'on est obligé d'aller à l'école jusqu'à 16 ans, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son statut administratif. Là, il y a des jeunes qui ont 15 ans, 14 ans, même 14 ans, 14, 15 ans, et qui ne sont pas scolarisés. Ça, c'est complètement illégal, et c'est le département qui devrait avoir une amende pour non-scolarisation de ces jeunes. Il en est responsable, il doit les mettre à l'école. Ils sont obligés d'aller à l'école. Et en accompagnant quelques jeunes, notamment ceux qu'on a hébergés cet été, on s'est rendu compte que les portes se ferment, que c'est pas facile d'aller à l'école en réalité pour des enfants qui vivent ici. Les établissements renvoient vers l'académie. L'académie renvoie vers les évaluations, vers d'autres centres pour évaluer les niveaux des enfants. Après, l'académie envoie des demandes aux établissements. Les établissements répondent ou pas. Enfin, il y a un jeu de patates chaudes, un peu comme ce qu'on a eu avec l'hébergement, où les institutions se renvoient les jeunes. Et en fait, ça rallonge aussi les délais de scolarisation,
Et c'est très décourageant, je pense, pour les jeunes qui, pendant ce temps-là, sont désœuvrés et voient leurs rêves. Alors ils s'accrochent à leurs rêves, je pense que c'est comme ça qu'ils tiennent, hein. C'est vraiment en s'accrochant à leurs rêves. Mais ça doit être terrible d'être dans cette obligation d'immobilité. Alors qu'on a un âge où on veut faire, on veut devenir. Et ce qu'un jeune dit, un jeune du collectif Tierno raconte, c'est que l'école, c'est une manière de soigner la plaie. Et que si on laisse la plaie ouverte, si on laisse ces jeunes devenir ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire devenir des personnes qui ont perdu l'espoir et qui trouvent des solutions alternatives pour faire leur vie, pour gagner un peu d'argent, pour survivre, si on ne leur laisse pas d'autre choix que d'être dans l'illégalité pour gagner leur vie, là, on va avoir des problèmes, quoi. Ce à quoi Khalil et les autres mineurs aspirent le plus est le droit à l'éducation. Avec l'aide du collectif des habitants des Bois Blancs, d'Utopia 56 et d'autres associations, les mineurs vont former leur propre collectif afin de revendiquer leurs droits. École, on veut tous y aller. École, cessez de nous écarter. Il y a eu des lettres, il y a eu des articles dans les médias qui interpellaient aussi les institutions. Il y a eu des manifestations en conseil municipal, en conseil métropolitain, devant les institutions. La première action à laquelle j'ai participé, par exemple, en soutien au collectif des jeunes, c'était une action au conseil municipal de la ville de Lille. Le conseil municipal, on a de la chance, il est ouvert au public. Donc les jeunes sont tout simplement installés dans le public et ont déployé une banderole. Mineurs à la rue, ce soir, je dors où? Les élus ont pu la voir, les élus de la ville de Lille. Martine Aubry en particulier était juste devant, elle l'a bien vu. Et les jeunes, très intelligemment, l'ont tout de suite replié. Ça a duré, je dirais, 30 secondes. Dès qu'un vigile est intervenu pour dire, même pas intervenu, s'est approché, ils ont tout de suite enroulé la banderole. Moi, j'étais surprise qu'ils ne mettent pas un peu plus d'opposition. Mais non, ils ont tout de suite remballé et ils sont partis. Ce qui était très intelligent, parce que finalement, ça montre que c'est juste des jeunes citoyens qui veulent faire reconnaître leurs droits et qu'ils sont dans une totale ouverture, pas dans un affrontement, dans une coopération finalement avec les institutions. Et là, boum, dès que le rapport de force a été mis en place, dès qu'ils ont commencé à avoir peur d'une organisation des jeunes et d'une intelligence politique précoce, je dirais même. Moi, je suis très impressionné par leur maturité politique à ces jeunes, qu'ils ont mis en place des assemblées générales, des délégués, une organisation. Les pouvoirs publics, ils n'ont pas eu en face des individus isolés, justement, pour reprendre le terme isolé. Ils ont eu un groupe soudé, qui même maintenant qu'ils sont hébergés dans plusieurs endroits, continuent à se regrouper chaque semaine. Tout ce qu'on a pu faire, c'est à travers cette AG qu'on vient s'asseoir et puis on se discute, on décide de notre destin, parce que c'était nous. Il ne fallait pas que quelqu'un d'autre l'avoue, c'est nous qui peut l'avouer. Donc c'est ici toute l'histoire se commence, à travers cette AG qu'on a pu faire ce qu'on a fait, qu'on envisage ce qu'on veut faire après. Juliette aussi nous a aidés on avait envoyé 2 documents pour nos droits qui montrent sur les documents français que c'est notre droit. Normalement, on doit aller à l'école. Donc là, le collectif, il s'organise fin août, fin d'été, et on se dit, il y a les journées du patrimoine. On va inviter les habitants à venir sur le camp. Il y a aussi les institutions, qui sont les premières responsables, et qu'on peut aussi inviter à venir rencontrer les jeunes, à constater les conditions de vie dans lesquelles ils étaient, et les médias, bien sûr, pour diffuser plus largement ce qu'on a, nous, découvert en vivant au plus près. Une tente, protection dérisoire contre le froid. Pour Amidou, 16 ans. Vous avez vu tous ces trucs-là? Depuis juillet dernier, Amidou survit ainsi, dans ces conditions. Mais désormais, le froid l'inquiète. Ils ont chacun pris la parole, raconté ce qu'ils avaient envie de dire, en fait, leurs revendications. Certains ont parlé de leurs rêves, de l'importance de suivre ses rêves. Certains ont parlé des rats. Certains ont parlé de leurs droits. On ne veut plus rester ici, sans aller dans les ateliers. Il y a parmi nous des jeunes ici, ils ont des rêves, ils ont des ambitions.
Il faut que l'État prenne ses responsabilités pour nous aider à accomplir ses rêves. Je dois changer d'hébergement presque toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et aussi, maintenant là j'ai commencé les cours, mais ce qui est difficile, c'est que je ne peux pas me concentrer en cours parce que je me demande si demain je serai où, où est-ce que je serai, ce que je vais faire, qu'est-ce qui va arriver après. Honte à vous, département, Mel et préfecture lilloise, de célébrer cette journée avec vos enfants, sachant que vous avez privé d'autres enfants de leurs droits. Nous avons mal, très très mal. Nous avons le cœur qui saigne, les larmes aux yeux. Chacun avait un message très fort à faire passer. Je me souviens de Tierno qui a interpellé directement les habitants en disant « Comment vous faites-vous pour coucher vos enfants le soir dans vos chambres en sachant que nous, on est sous la tente ?» C'était saisissant. Et donc, des belles prises de parole et une visite du camp où les élus se sont promenés à travers les tentes pour voir ce qui était la réalité de leur ville, de leur pays. Le 20 novembre 2024, Journée internationale du droit de l'enfant, restera une date symbolique pour les mineurs non accompagnés des Bois Blancs. Elle marque la première victoire d'une longue lutte. Franchement, le 20 novembre, c'est une date symbolique pour nous, le collectif des jeunes mineurs non accompagnés des Bois Blancs. Parce que c'est à cette date qu'on a été tous hébergés. Tous. Il n'y a plus de camp à Bois Blanc. Donc c'est une date qui est très très symbolique pour nous. La réponse qui a été apportée là, des 52 places d'hébergement pour les jeunes qui survivaient sur le campement des Bois Blancs, c'est une réponse qui arrive à un instant T, mais qui n'est pas suffisante parce qu'on va continuer à rencontrer d'autres jeunes seront remis à la rue. Personne ne s'est prononcé sur la situation de ces prochains jeunes. Tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir avoir une vie tranquille, pouvoir être pris en charge, pouvoir aller à l'école, pouvoir exercer leurs droits en tant que mineurs ici en France. Et c'est pas autre chose. Nous, on les accompagne au quotidien, on les connaît, on est engagés à leur côté et on continuera à les soutenir dans leur démarche et à se battre pour la présomption de minorité pour ces jeunes. Je pense que c'est une belle victoire locale, même si, attention, c'est une victoire sur l'hébergement. Il y a encore la scolarisation, il y a encore d'autres demandes, mais en tout cas, là, déjà, obtenir l'hébergement qui, après des mois, et alors que tout le monde fermait les portes ou fermait les yeux, je pense que ça peut que renforcer la cohésion de ce petit territoire des Bois Blancs, quoi. La fin d'un cauchemar, je dirais pas c'est la fin d'un cauchemar. Je dirais juste que c'est le début d'un commencement. Parce qu'on est là encore, on n'a pas été scolarisé. C'est pas la fin. C'est le début d'un commencement. Qu'est-ce que vous direz des 70 jeunes qui sont encore dans les foyers, qui ne sont pas encore à l'école, qui attendent encore qu'ils soient reconnus mineurs? Après ça encore, on ne sait jamais, 3 ans, 2 ans, ils sont majeurs. Et comment ils feront pour renouveler leurs papiers? Le problème, c'est ça. Le problème, c'est pas parce que je t'ai dit, le problème, c'est pas parce que tu es blanc, tu es noir, tu es juif, que tu sois mineur ou pas, que tu sois majeur ou pas. Le problème, c'est le système. C'est pas le fait d'être ça qui était... Voilà. Le problème, ça finit jamais. C'est le début d'un commencement. On sait que sa période de recours va encore durer et qu'il est à Lille au moins pour 6 mois, 1 an encore, mais qui sait quels seront ses choix demain et voilà, si peut-être que dans 2 semaines, on aura trouvé une autre solution d'hébergement pour lui. Donc clairement, il y a un attachement très fort entre mes filles Khalil et moi. C'est lié à sa personnalité, très sociable, très joyeux. Je n'ai pas été la première à le dire, mais il est très solaire, donc voilà. J'imagine pas ne pas rester en lien longtemps avec eux, et j'ai envie de les voir réussir leur vie en France, évidemment. Je sais que leur parcours va être très très compliqué et que ils ont un drôle de mélange en plus
Ils sont très pragmatiques, très réalistes et très courageux. Ce qu'ils ont traversé pour arriver ici suffit à le savoir. Mais en même temps, ils ont aussi une part de naïveté et d'ignorance sur ce qui les attend ici. Ils ont beau entendre ce que subissent les personnes sans papier en France. Je pense qu'ils mettent ça quand même un peu de côté parce qu'ils ont un objectif clair qui est de rester ici et d'aller à l'école, d'apprendre un métier, de fonder une famille ici, d'avoir leur propre logement et puis de rendre ce qu'on leur a offert en les soutenant ici à Bois-Blanc. Et c'est... Ouais, c'est... Je sais pas. Je cherche encore les termes pour saisir la beauté de toutes ces rencontres. Ma relation avec Émilie, elle est énorme. Elle m'a apporté beaucoup de choses. On était tous là. Ils ont quitté dans les belles maisons pour venir nous rencontrer dans cette boue, nous parler, nous conseiller, nous soutenir nuit et jour. Vous voyez, ce sentiment qui fait que tu ne peux pas t'empêcher d'appeler quelqu'un, maman ou papa ou tante, je ne sais quoi. Vous voyez ces sentiments? Donc c'est ça.